Fin octobre 1917, monsieur le maire de Gambais, une petite commune d'1 millier d'habitants, pas bien loin de Rambouillet, dans ce qui est alors le département de la Seine-et-Oise, reçoit un courrier d'une madame Pelat, qui s'inquiète de la disparition de sa sœur, Anne Colomb. Je vous demande si parmi les habitants de votre localité, vous ne connaîtrez pas un nommé Cuchet ou Frémiet, louant une petite maison depuis la guerre et où il ne venait que rarement. Je vous prie dans l'affirmative de me donner tous les détails et de me faire connaître si le dit habite encore le pays et à quelle époque il a été vu seul ou en compagnie d'une dame. Le mystère dans lequel ma famille est plongée sur la disparition de ma sœur, partie avec cet individu depuis décembre 1916, est tellement grand et laisse les miens dans un tel chagrin que c'est ce qui m'a obligée à m'adresser à vous, espérant peut-être trouver un indice qui nous mette sur une voie réelle. Personne ne s'en doute, mais nous sommes au début de l'une des affaires criminelles les plus célèbres du début du XXe siècle. Monsieur le maire lui répond quelques jours plus tard avant de recevoir une seconde lettre de madame Pelat. C'est une surprise de plus pour nous tous d'apprendre qu'il n'y aurait eu aucune maison louée à Gambais à l'un des deux noms que je vous indiquais. Ma sœur, qui y était allée passer 3 jours le 15 août 1916, nous avait montré la photographie de la dite maison qui, paraît-il, était un peu en dehors de la ville et isolée. Nous avons vu ma sœur pour la dernière fois à Noël 1916 et elle devait partir le lendemain matin pour Gambais, où elle devait emménager ses propres meubles en attendant de partir avec cet individu pour le midi où il voulait monter une usine. Et madame Pelat ajoute: Quelques jours avant Noël, elle avait retiré de la banque l'argent qu'elle y avait placé. N'a-t-elle pas été victime de cet individu, qui ne doit certainement pas être très honnête pour ne pas faire connaître son nom véritable et se dire réfugié de l'île, alors qu'ici, après recherche, il n'existe nullement sur les listes des réfugiés. L'avenir confirmera bientôt les craintes de madame Pelat. 1 an plus tard, en janvier 1919, monsieur le maire de Gambais reçoit une autre lettre, cette fois d'une mademoiselle Lacoste, lui fait rappel étrangement la demande précédente. Je vous écris ces quelques mots pour vous demander un renseignement, malheureusement très grave. Vous avez dans votre commune une maison située sur la route de Houdan, à environ 100 mètres de l'église. Cette maison a été louée en 1917 à un monsieur d'environ 40 ans, qui portait une longue barbe brune et qui se donnait pour nom monsieur Frémiet. À la suite de ce séjour dans cette maison, qui me paraît bien mystérieuse, cette femme a complètement disparu, car elle avait son domicile 113 boulevard Ney à Paris. Le monsieur en question, au mois d'octobre 1917, est venu à Paris vendre tous les meubles de cette femme. La suite, vous la devinez. Mademoiselle Lacoste est la sœur de Célestine Buisson, âgée de 47 ans, et qui, elle aussi, a disparu après être venue s'installer fin août 1917 dans la maison de Gambais, moins de 6 mois après après la personne précédente, madame Colomb. Trois mois plus tard, le 5 avril 1917, monsieur le procureur de la République de Mantes confie une mission de routine à la première brigade mobile. Il s'agit d'une des 12 brigades de police judiciaire qui vient d'être créée par Georges Clemenceau quelques années auparavant, en 1907. Ce sont les fameuses brigades du Tigre, qui sont tout bonnement les ancêtres de la police judiciaire actuelle. Le commissaire d'Hôtel, le patron de la première brigade mobile, confie cette enquête à l'inspecteur Belin. À ce moment-là, il ne s'agit encore que d'une enquête de pure routine, portant sur une affaire d'escroquerie impliquant un inconnu aux identités multiples. Tantôt il se fait appeler Cuchet, tantôt Frémiet, et parfois même Dupont. Tout au plus suppose-t-on que cet homme est peut-être aussi vaguement mêlé à la disparition de 2 femmes. Mais pour le reste, c'est un dossier parmi d'autres. Mais un homme ne partage pas du tout ce sentiment général d'indifférence vis-à-vis de ce dossier. Et cet homme, c'est l'inspecteur Belin, celui-là même qui a hérité de ce dossier. Très vite, Jules Belin trouve que ce dossier, comme les autres, n'est justement pas comme les autres. Au contraire, tout lui fait penser qu'il s'agit d'une affaire hors du commun,
Alors, s'agit-il de la chance, de l'instinct du chasseur, ou plus simplement de l'expérience professionnelle? Dans tous les cas, il est persuadé, dès le début, qu'il ne s'agit pas d'une banale affaire d'escroquerie. Pour lui, Frémier, Cuchet, Dupont, ou quel que soit son nom, est impliqué dans une affaire dans laquelle il s'est passé quelque chose de grave pour ces deux femmes. Il fait part de ses soupçons à ses adjoints, l'inspecteur Bromberger et le brigadier Riboulet. Il leur fait lire les courriers de Madame Pelat et ceux de Mademoiselle Lacoste. Et très vite, les trois hommes tombent d'accord. Ces lettres signalent la disparition de deux femmes au maire de Gambet. Ça remonte à 2 ans, et pourtant, depuis, rien n'a été fait. Il est vrai que l'époque est compliquée. La guerre vient de se terminer avec la victoire sur l'Allemagne, mais le pays est en grande difficulté économique et sociale. Et les institutions peinent à reprendre leur fonctionnement normal. Mais pour Belin et Bromberger, ça commence à ne plus faire l'ombre d'un doute. Ils ont le mobile. Rappelez-vous, dans sa lettre, Mlle Lacoste dit que quelques jours avant Noël, sa sœur avait retiré de la banque l'argent qu'elle y avait placé et que depuis elle a disparu. Ils ont le mobile et ils ont aussi des disparitions. Ils ne sont pas les seuls de cet avis, puisque le procureur de la République de Mantes a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre X. X, c'est Frémier, dit Cuchet, dit Dupont, sous l'inculpation d'assassinat. Il faut dire que les renseignements recueillis sont inquiétants. Le garde champêtre de Gambet, Charles Painlevé, a été entendu par la gendarmerie et dans sa déposition, il déclare qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette maison, car lorsqu'elle était habitée, les volets donnant sur la route nationale numéro 183 n'étaient jamais ouverts. La grille était presque toujours cadenassée. C'était une maison habitée mystérieusement, car on ne voyait jamais les mêmes femmes. D'ailleurs, le garde champêtre fait bien son travail, puisque le 7 avril, Belin reçoit une information de la gendarmerie de Gambet. Painlevé a aperçu M. Dupont, ou Frémier, ou Cuchet, en train de faire tranquillement son jardin 3 jours auparavant. La gendarmerie a immédiatement envoyé un télégramme au procureur de la République afin d'avoir un mandat d'arrêt. Et là, on se rend compte que pour faire un bon policier, il ne suffit pas d'être méthodique, il ne suffit pas d'être obstiné, il ne suffit pas d'être courageux. Il faut aussi avoir de la chance. Et aujourd'hui, Belin en a. Il vient de recevoir un appel téléphonique de Mademoiselle Lacoste. En effet, la sœur d'une des disparues vient par hasard de voir le barbu, comme elle l'appelle. Elle est très énervée, mais c'était rue de Rivoli. Et oui, elle est sûre qu'il s'agit bien de Cuchet ou Frémier ou quel que soit son nom. Elle l'a suivi. Il était accompagné d'une jolie femme. Ils sont entrés dans un magasin nommé Les Lions de Faïence. Ils y ont acheté un service de table pour 325 francs, 500 € actuels à peu près. Le barbu a payé 100 francs d'acompte et, chose très importante, il a laissé une adresse pour la livraison. Heureusement d'ailleurs, car mademoiselle Lacoste a essayé de les suivre, mais ils ont pris un tramway et elle les a perdus. Mais elle est absolument sûre que c'est lui. Et d'ailleurs, à un certain moment, il s'est retourné dans le magasin et il a reconnu mademoiselle Lacoste. Et c'est pourquoi il lui a lancé un regard noir. Immédiatement, Belin comprend qu'il a une chance d'arrêter enfin Cuchet, Frémier, Dupont, enfin bref, le barbu. Accompagné de mademoiselle Lacoste, il prend un taxi et se précipite rue de Rivoli. Mais hélas, les Lions de Faïence viennent de fermer. Heureusement, le concierge de l'immeuble est encore là. Il leur donne le nom et l'adresse du propriétaire. Il habite rue Lauriston, près de l'Étoile, mais hélas, le monsieur ne s'est pas occupé lui-même de ce client qu'il n'a même pas vu. Mais il ajoute peut-être que mon vendeur s'en souvient. Mais il habite loin, il habite à Bagnolet. Heureusement, le directeur du magasin est serviable, et puisque Belin a renvoyé son taxi, ce monsieur qui possède une voiture accepte de les emmener chez son vendeur. Arrivé chez l'employé, le brave homme ne se souvient plus exactement de l'adresse que lui a donnée son client. Il faut revenir au magasin de Rivoli,
lever le rideau, retrouver le livre des commandes et enfin le vendeur brandit victorieusement la carte de visite du barbu. Belin lui arrache des mains et il lit « Lucien Guillet, ingénieur, 76 rue de Rochechouart, Paris ». Belin est un peu décontenancé. Il s'attendait à voir le nom de Frémiet, de Cuchet, de Dupont. Et là, eh bien, il est pris d'un doute. Il se tourne vers mademoiselle Lacoste et lui demande « Mais vous êtes bien sûr que c'était lui ?» En effet, elle a pu confondre. Un barbu ressemble à un autre barbu. Elle a pu s'abuser. Mais mademoiselle Lacoste lui répond froidement. « Monsieur l'inspecteur, c'est lui. J'en suis sûr. Je l'ai vu comme je vous vois. C'est lui l'assassin. » Là encore, instinct du chasseur ou expérience professionnelle, Belin sait qu'elle ne ment pas, qu'elle ne se trompe pas et qu'ils sont près du but. Mais avec tout ça, il est déjà 2 heures du matin. Belin renvoie mademoiselle Lacoste chez elle, remercie le directeur et le vendeur des lions de faïence, mais il est beaucoup trop excité pour rentrer tranquillement chez lui et se coucher. Il décide alors de se rendre immédiatement au domicile de celui qui se fait maintenant appeler Guillet. L'immeuble dans lequel habite l'ingénieur Guillet existe encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Il s'agit d'un immeuble de 5 étages qui fait l'angle avec la rue de Dunkerque. Belin ne veut pas rater sa proie à aucun prix. Et c'est sous ce porche qu'il va patienter de longues heures en attendant l'heure légale de 6 heures du matin, à partir de laquelle la police peut pénétrer dans un domicile privé. Enfin, au petit matin, il y a du bruit dans l'immeuble. Un petit peu de lumière, la porte s'ouvre. C'est la concierge. Elle regarde Belin d'un air soupçonneux et l'interroge sur un ton peu amène. « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Fidèle à la réputation des concierges parisiennes, qui est d'ailleurs sans doute la même que partout ailleurs, la Bignole avait repéré cet inconnu au comportement bizarre. Belin lui fait signe de se taire, lui montre son insigne de police, et à voix basse, il lui demande « Mais connaissez-vous monsieur Guillet ?»« Bon, oui que je le connais, il habite ici, mais ils sont partis hier soir avec sa dame, ils avaient des bagages. » Belin est évidemment très déçu. Il aurait tellement aimé arrêter cet homme dont il est sûr à présent qu'il s'agit de son suspect. La nuit portant conseil, il a tenu le raisonnement suivant. Le barbu a reconnu mademoiselle Lacoste au magasin des lions de faïence, il a pris peur et il a fui avec la jeune femme qui l'accompagnait. Déçu mais pas découragé, Belin sait maintenant que l'arrestation de son suspect est pour bientôt.